Espèce de petite idiote. Les mots d'un milliardaire résonnèrent à travers la suite d'un penthouse parisien. Quelques secondes plus tard, son empire de 7,5 milliards d'euros commença à s'effondrer. Hélène Cartier, une femme de ménage qui avait maîtrisé l'art de devenir invisible, se trouvait là avec sa fille Clara Dubois. Clara était censée rester silencieuse, tapie dans un coin, avec son carnet de croquis, pendant que des titans de l'industrie négociaient un accord capable de changer le monde. Mais lorsqu'un simple crayon jaune roula sur la moquette blanche, tout se défit. Mark Thorne, le genre d'homme qui mesurait la vie en marge bénéficiaire, ne vit pas une enfant. Il vint une interruption. Il se pencha en avant, la voix dégoulinante de mépris. « Espèce de petite idiote !» Ces mots figèrent, la pièce glacèrent l'air et scellèrent son destin. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cet instant précis, son empire commençait à s'écrouler. Le crayon tombé d'une fillette de 10 ans coûterait 7,5 milliards d'euros à un milliardaire impitoyable. Clara ne le savait pas, bien sûr. Elle ne sentait que la main de sa mère qui se resserrait un peu plus fort dans la sienne ce jour-là. Un avertissement silencieux que c'était un monde où les enfants devaient rester invisibles. Hélène Cartier croyait au travail discret, ce genre de travail qui ne laisse derrière lui aucune trace, sauf la perfection. Depuis 12 ans, elle était comme un fantôme dans les demeures les plus prestigieuses et les suites d'hôtels les plus exclusives de la ville. Elle polissait les sols en marbre jusqu'à ce qu'ils ressemblent à de l'eau immobile. Elle effaçait les empreintes des tables en verre qui dominaient la ville entière. Elle faisait les lits avec des coins si nets qu'ils auraient pu couper du papier. Hélène était une femme de ménage, mais dans son cœur, elle était une gardienne de paix et d'ordre. Son travail était sa dignité. Sa fille Clara était son univers. À 10 ans, Clara avait la nature discrète de sa mère, mais les yeux clairs et curieux de son père. Ses cheveux avaient la couleur du maïs pâle, et elle portait partout avec elle un petit carnet de croquis usé. À l'intérieur, elle capturait le monde, non pas tel qu'il était, mais tel qu'il se ressentait. Un pigeon bougon, le visage souriant de l'épicier du coin, les traits fatigués autour des yeux de sa mère lorsqu'elle rentrait tard. Aujourd'hui, Clara n'était pas à l'école. Une canalisation rompue avait fermé le bâtiment pour des réparations d'urgence, et il n'y avait personne pour la garder. Alors, pour la première fois, Hélène avait emmené sa fille au travail, pas dans une maison ordinaire, mais dans la suite du penthouse du Grand Majestic Hotel, un lieu si haut que les nuages semblaient être des voisins. « Tu te souviens des règles, mon amour ?» murmura Hélène la voix douce, alors qu'elle s'agenouillait dans l'ascenseur de service. Clara hocha la tête, serrant son carnet contre sa poitrine. « Sois une petite souris, récita-t-elle, silencieuse, immobile et hors du chemin. Et tu restes bien sur la petite chaise que je t'ai montrée, » ajouta Hélène, en replaçant une mèche blonde derrière son oreille. Quoi qu'il arrive, ce sont des hommes très importants qui se réunissent aujourd'hui. Ils ne doivent pas être dérangés. Oui, maman. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un léger tintement, révélant un monde de luxe silencieux. La suite était plus grande que tout leur immeuble. Une vaste étendue de moquettes blanches s'étendait jusqu'à un mur de verre qui offrait une vue époustouflante sur la ville en contrebas. L'air était frais et immobile, parfumé subtilement de cuir et de cire au citron. Dans une petite alcôve près de l'entrée de service, une simple chaise en bois attendait. C'était le seul meuble de la pièce qui semblait appartenir au monde réel. Clara s'installa à sa place, à signer. Elle ouvrit son carnet à une page vierge et choisit un crayon bleu.
Elle commença à dessiner la ville, non pas comme une collection de bâtiments, mais comme une forêt de géants, endormis sous un ciel calme. Sa mère se déplaçait dans la suite avec une efficacité silencieuse. Apportant les dernières touches, elle redressa une pile de dossiers sur l'immense table de conférence en acajou. Elle remplit une carafe de cristal avec de l'eau glacée et disposa une douzaine de verres, chacun brillant, sous l'éclairage doux et discret. Elle était une ombre veillant à ce que la scène soit parfaitement prête. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Le premier à arriver fut Mark Thorne. Il n'entra pas dans la pièce, il la conquit. C'était un homme fait d'angles vifs et de tissus coûteux. Son costume était d'un gris sévère, ses chaussures brillaient comme des miroirs noirs, et sa voix tranchait l'air calme comme une lame. Il était au téléphone aboyant des ordres. Pas demain, maintenant. Je ne paie pas les gens pour réfléchir, je les paie pour exécuter. Il claqua, avançant vers la fenêtre. Il ne jeta pas un regard à Hélène. Il ne sembla pas remarquer la petite présence de Clara dans le coin. Pour lui, elle faisait partie du décor, silencieuse et inanimée. Il termina son appel et jeta son téléphone sur la table dans un fracas qui fit sursauter Clara. Il aperçut la carafe d'eau et fit un geste impatient vers Hélène, sans même la regarder. De l'eau. Aussitôt, Hélène s'avança, l'expression impassible. Elle lui servit un verre d'une main ferme. Il le prit sans un mot de remerciement, ses yeux déjà fixés sur un rapport posé sur la table. Il était le PDG d'Omnicorp Global, un géant technologique qui avait dévoré toute sa concurrence. Il avait bâti son empire sur un principe simple, la faiblesse était une maladie, et il fallait l'extirper avant qu'elle ne se répande. Il voyait de la faiblesse partout, chez un employé qui hésitait, chez un rival qui proposait un compromis, et surtout chez les gens qui le servaient. Le deuxième arrivé était un homme d'un tout autre genre. Il s'appelait Général Jacques Peterson. Il avait la fin de la soixantaine, une chevelure blanche, encore pleine, et une posture qui témoignait d'une vie entière de discipline. Il n'était ni grand ni imposant, mais il se déplaçait avec une autorité tranquille qui emplissait l'espace autour de lui. Son costume était simple, bleu sombre et usé par le temps. Contrairement à Thorne, il marqua une pause en entrant. Ses yeux d'un bleu clair et perçant embrassèrent toute la pièce. Il salua poliment d'un signe de tête les jeunes cadres de Thorne qui l'avaient accompagné. Puis son regard se posa sur Hélène. « Bonjour », dit-il la voix calme et posée. Il lui offrit un petit sourire respectueux. Hélène en fut tellement surprise qu'elle en oublia presque de répondre. « Bonjour, monsieur ». Le général Peterson remarqua alors Clara. Il vit la petite fille dans le coin, la tête penchée sur un carnet de croquis, ses cheveux blonds captant la lumière du matin. Son expression s'adoucit. Il ne dit rien, mais lui adressa un clin d'œil bienveillant de grand-père, avant de reporter son attention sur Mark Thorne. Clara, qui avait levé les yeux de son dessin, sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle se replongea rapidement sur sa page, un petit sourire aux lèvres. La réunion commença. Mark Thorne était une tempête de mots et de chiffres. Il parlait de synergie, de disruption et de domination du marché. Il pointait des graphiques projetés sur un écran descendu du plafond. Il vendait sa vision, son pouvoir. Il voulait que le général Peterson investisse 7,5 milliards d'euros pour acquérir une petite entreprise innovante de robotique. C'était le plus gros contrat de la carrière de Thorne, celui qui scellerait son héritage. Le général Peterson, cependant, restait silencieux. Il écoutait plus qu'il ne parlait. Quand il posait une question, ce n'était jamais sur les marges bénéficiaires. « Parlez-moi de l'équipe de l'entreprise de robotique », demanda le général les mains croisées, calmement sur la table.
les ingénieurs, les concepteurs. Que leur arrivera-t-il après votre rachat? Thorne fit un geste de la main dédaigneux. Les redondances seront gérées. Nous garderons bien sûr les talents essentiels. Le reste n'est que du poids mort. Il faut tailler dans le gras pour grandir, général. C'est la base des affaires. Le visage du général resta neutre, mais ses yeux bleus semblèrent se glacer un peu plus. Il ne dit rien, se contentant de hocher la tête pour l'inviter à continuer. Clara continua à dessiner. Elle avait fini la ville et croquait maintenant l'homme assis à la table. Elle représenta M. Thorne comme une montagne escarpée coiffée d'un nuage d'orage. Elle dessina le général comme un vieux chêne robuste dont les branches s'étendaient calmement. Elle était si absorbée dans son travail qu'elle ne remarqua pas qu'un de ses crayons, un jaune vif, roula du bord de son carnet. Il tomba silencieusement sur la moquette blanche et roula sous l'immense table de conférence. Elle l'aperçut un instant plus tard. Il était tout près des pieds du général. Elle se rappela les paroles de sa mère. « Sois une petite souris, reste à l'écart. » Mais le crayon jaune était son soleil. Elle ne pouvait pas le laisser là. Profitant d'un moment où M. Thorne montrait son écran, Clara glissa de sa chaise. Elle rampa sur ses mains et genoux, une petite ombre longeant le bord de la pièce. Elle essayait d'être invisible, comme sa mère le lui avait appris. Elle atteignit la table et se faufila dessous, avançant silencieusement vers le crayon perdu. Ses doigts n'étaient qu'à quelques centimètres. À ce moment précis, l'un des cadres de Thorne, cherchant à impressionner son patron, se pencha avec enthousiasme et heurta le pied de la table de son genou. Le mouvement fut léger, mais suffisant. Le verre d'eau glacée, devant Mark Thorne, chancela. Il bascula, non pas à l'opposé de lui, mais sur une pile de projections financières, imprimées posées à son coude. Ce n'était pas un déluge, juste une petite flaque qui imbiba quelques dizaines de pages sans importance. Mais la réaction de Mark Thorne fut volcanique. Sa présentation s'interrompit, en plein milieu de phrases. Son visage qui affichait jusque-là l'assurance d'un vendeur se tordit en un rictus de fureur pure. « Mais qu'est-ce que... » commença-t-il, ses yeux scrutant la source de la perturbation. Et puis, il la vit. Une lueur de cheveux blonds disparaissant sous la table. Clara avait récupéré son crayon jaune. Elle regagnait sa chaise quand elle entendit le rugissement. « Toi » Thorne s'était levé le doigt, pointant non pas son cadre maladroit, mais l'endroit où Clara s'était trouvée. Hélène se précipita les mains jointes en signe d'excuse, le visage pâle de peur. « Monsieur, je suis vraiment désolé. » Mais Thorne n'écoutait pas. Il regarda par-dessus Hélène, alors que Clara sortait de sous la table, les yeux écarquillés d'effroi. Il abaissa son regard sur cet enfant de 10 ans, cette distraction insignifiante qui avait osé interrompre sa présentation à plusieurs milliards. La fureur dans ses yeux était froide et absolue. Devant le général Jack Peterson, devant sa propre équipe, devant une mère qui tentait de protéger sa fille, Mark Thorne se pencha légèrement et cracha ces mots. « Dégage d'ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, espèce de petite idiote ?» La pièce devint complètement silencieuse. Le ronronnement de la climatisation sembla soudainement rugir. La ville derrière la fenêtre retint son souffle. Hélène se figea, son excuse mourant sur ses lèvres. Clara resta paralysée, le crayon jaune serré dans sa main, son visage se déformant, alors que 2 grosses larmes traçaient des sillons sur ses joues et jusque sur la table. Le général Jack Peterson posa lentement, délibérément son stylo. Il ne regarda pas Mark Thorne. Son regard était fixé sur la fillette en pleurs, et son visage resta immobile, dur comme le granit. La réunion était terminée. L'accord était mort, et Mark Thorne
n'en avait absolument aucune idée. Les deux mots résonnaient encore dans la vaste salle silencieuse. « Petit idiote !» Ils flottèrent dans l'air, bien après que le son se fût éteint comme une tâche impossible à effacer. Pendant un long moment, personne ne bougea. Les cadres de Thorn fixaient le bois poli de la table en acajou, comme s'ils le trouvaient soudain passionnant. Ils retenaient leur souffle, attendant un signal de leur chef. Hélène fut la première à briser le sortilège. Sa formation ces années à rester invisible et professionnelle reprirent le dessus. Mais c'était différent cette fois. Ce n'était pas à propos d'un verre renversé ou d'une vitre tachée. C'était à propos de sa fille. Elle avança ses pas mesurés et calmes, mais en elle, une tempête de fureur et de peur grondait. Elle rejoignit Clara et posa doucement une main sur son épaule. « Viens, petite souris », murmura-t-elle, la voix miraculeusement stable. Elle ne regarda pas Mark Thorn. Elle ne lui offrirait pas la satisfaction de voir sa colère ou ses larmes. Elle guida Clara qui serrait toujours le crayon jaune vers la porte de service. En passant devant la table de conférence, les yeux du général Peterson croisèrent ceux d'Hélène une fraction de seconde. Dans ce regard, elle ne vit pas de la pitié. Elle vit autre chose, une compréhension profonde et silencieuse, une reconnaissance partagée d'une injustice. C'était un regard qui disait « Je te vois ». Cela suffit à lui donner la force de relever la tête en sortant de la pièce. La porte se referma derrière elle, laissant les hommes puissants dans un silence désormais, chargé de jugements muets. Mark Thorn les observa partir, la lèvre retroussée d'agacement. Il ne voyait pas l'incident comme un moment de cruauté, mais comme une rupture de protocole, une distraction émotionnelle désordonnée. Il se retourna vers la salle, prêt à reprendre son commandement. Il laissa échapper un rire bref et sec. « Eh bien, toutes mes excuses pour cette interruption générale, non professionnelle. Cela ne se reproduira plus. » Il désigna l'écran où un graphique montrait une courbe ascendante raide. Donc, comme je le disais, nos prévisions pour le 4e trimestre sont sans précédent. Nous ne faisons pas que diriger le marché. Nous sommes le marché. Il essaya de retrouver l'énergie, l'élan implacable qui lui avait toujours réussi. Mais la pièce avait changé. L'air était lourd. Sa voix, qui quelques instants plus tôt sonnait puissante, semblait maintenant ne faire qu'écho dans l'immobilité. Ces jeunes cadres se tortillèrent sur leurs sièges. L'un d'eux se racla la gorge et esquissa un faible signe d'approbation. Le général Peterson ne regarda pas l'écran. Il ramassa la feuille unique qui résumait la proposition d'acquisition. Il la lut bien qu'il en eût déjà mémorisé chaque mot. Ses gestes étaient lents, délibérés. Il reprenait le contrôle du moment non par le volume, mais par le silence. La voix de Thorn vacilla. Il parlait à un mur de désapprobation calme et inébranlable. Thorn laissa filtrer une pointe d'irritation dans son ton. « Vos réflexions sur l'allocation des actifs. » Le général Peterson posa la feuille, l'alignant parfaitement avec le bord de la table. « Les chiffres sont impressionnants, monsieur Thorn, » dit-il de sa voix posée. « Même le papier est patient. Il supportera n'importe quel chiffre que vous y écrivez. » Ce n'était pas un compliment. Thorn sentit une pointe d'inquiétude. Il avait l'habitude d'imposer le respect, ou au moins la peur. Il n'avait pas l'habitude d'être congédié en silence. Il insista, redoublant sa stratégie agressive. Ce ne sont pas seulement les chiffres, c'est la philosophie. Nous sommes agiles, affamés. Nous ne tolérons pas l'inefficacité. Nous ne cajolons pas la faiblesse. C'est ainsi qu'on bâtit un empire qui dure. Alors que Thorn parlait, l'esprit du général s'égara.
Il remonta 50 ans en arrière dans une tranchée boueuse, au cœur d'une jungle, à l'autre bout du monde. Il ne voyait pas une projection à plusieurs milliards. Il voyait le visage d'un jeune sergent nommé Michel Cartier. Michel n'était pas un grand homme. Il était discret, réfléchi, et son sourire pouvait calmer le plus terrifié des nouvelles recrues. Il n'était pas un PDG, il était un chef. Le général se souvint d'un moment précis, gravé à jamais dans sa mémoire. Ils avaient été cloués sous le feu ennemi. Un jeune soldat à peine âgé de 18 ans avait paniqué et laissé tomber son fusil en terrain découvert. Il s'était figé, paralysé par la peur. Leur commandant, un homme très semblable à Thorne, bruyant, arrogant et méprisant tout ce qu'il jugeait comme de la faiblesse, avait hurlé au garçon de laisser le fusil et de sauver sa peau. Mais le sergent Michel Cartier avait fait l'inverse. Il s'était traîné sous le feu non pas pour l'arme, mais pour le soldat. Il rejoignit le jeune soldat terrifié et posa une main sur son épaule. Il ne cria pas. Il parla d'une voix basse et calme. « Tout va bien, mon garçon. Nous allons nous en sortir ensemble. Suis-moi. » Il avait protégé le garçon de son propre corps, alors qu'il rampait jusqu'à la sécurité. 2 semaines plus tard, Michel Cartier fut tué en faisant la même chose pour un autre homme. Il était mort en protégeant les faibles. Il était mort en prouvant que la véritable force ne consistait pas à crier et à dominer, mais à abriter les autres de la tempête. La faiblesse, répéta doucement le général Peterson, sa voix le ramenant au présent. Il regarda directement Mark Thorne, et pour la première fois Thorne vit l'acier sous l'extérieur calme. C'est un terme subjectif, monsieur Thorne. Pendant ce temps, dans la lumière stérile et silencieuse du couloir de service, Hélène s'agenouilla devant sa fille. Elle prit doucement le carnet de croquis des mains de Clara et utilisa son propre mouchoir pour essuyer les larmes du visage de l'enfant. « Hé !» dit-elle doucement, en relevant le menton de Clara. « Regarde-moi. Tu n'es pas stupide. Tu m'entends. Tu es la fille la plus intelligente, la plus gentille, la plus merveilleuse du monde. » Mais il était tellement en colère, maman murmura Clara, la voix tremblante. « C'est moi qui ai fait renverser l'eau. Non, mon trésor, un pied a heurté la table, un verre a basculé. Ça, c'est un accident. La colère de cet homme, ce n'est pas un accident. C'est un choix. Il choisit d'être cruel parce qu'il pense que cela le rend fort, mais ce n'est pas vrai. Cela le rend petit. » Elle serra Clara contre elle, la berçant doucement. Ces mots n'ont rien à voir avec toi. Il parle de lui. Ne laisse jamais un homme comme ça te faire sentir petite. Clara renifla, enfouissant son visage dans l'épaule de sa mère. Elle sentait encore la brûlure de l'insulte, la honte d'avoir été réprimandée devant tout le monde. Mais les paroles de sa mère étaient un bouclier. C'était la vérité, et elle semblait ne plus réelle que la voix en colère du milliardaire. « Est-ce que tu vas perdre ton travail ?» demanda Clara, laissant remonter sa plus grande peur. Hélène marqua une pause. Elle n'en savait honnêtement rien. Un homme comme Thorne pouvait la faire renvoyer d'un simple coup de téléphone, mais elle ne laisserait pas sa fille voir sa peur. « Tout ira bien, » dit-elle d'une voix pleine d'une conviction qu'elle ne ressentait pas entièrement. « Toi et moi, nous formons une équipe, et nous allons toujours bien. » De retour dans le penthouse, la présentation de Mark Thorne s'était arrêtée. Net, l'air était trop lourd pour avancer. Il abandonna finalement ses diapositives et se pencha en avant, essayant de créer une impression d'intimité, d'une conversation franche entre 2 hommes puissants. « Écoutez, général, soyons francs. Le monde est un endroit difficile. C'est un champ de bataille. Vous plus que quiconque devriez comprendre qu'il faut dominer ou être dominé.
Mes méthodes donnent des résultats. N'est-ce pas ce qui compte, au final? Le général Peterson laissa la question flotter dans l'air un long moment. Puis, lentement, il repoussa sa chaise et se leva. La réunion n'était pas terminée, parce qu'il partait. La réunion était terminée, parce qu'il avait pris sa décision. « Merci pour cette présentation, Monsieur Thorne », dit-il le ton formel et définitif. C'était très instructif. Thorne, comprenant enfin le désastre qui se profilait, se leva à son tour, un sourire désespéré et forcé plaqué sur son visage. « Alors, sommes-nous prêts à discuter des prochaines étapes? Mon équipe juridique est prête. » Le général contourna la table non pas vers la porte principale, mais vers la petite alcôve où la chaise de Clara était vide. Son carnet de croquis y était encore posé, ouvert. Il le ramassa délicatement. Sur la page, on voyait le dessin de la montagne escarpée coiffée d'un nuage d'orage, et à côté le vieux chêne solide. Il observa le dessin longuement, puis se tourna vers Thorne. « Quand je dirigeais des hommes, Monsieur Thorne, j'ai appris qu'une équipe n'est forte que si elle a confiance en la personne qui la commande. Ils doivent savoir que leur chef sera là pour eux, surtout quand ils font une erreur. Ils doivent savoir qu'il accorde plus de valeur à leur humanité qu'à sa propre ambition. » Il fit une pause, son regard inébranlable. « Vous bâtissez votre empire sur la peur. La peur est fragile. Elle éclate sous la pression. Moi, je préfère bâtir sur des fondations de caractère. C'est la seule chose qui dure. » Il referma le carnet de croquis et le glissa sous son bras. « Il n'y aura pas de prochaines étapes, » dit le général calmement, mais ses mots tombèrent avec la force d'un coup de marteau. « Nous n'irons pas plus loin avec cette acquisition. Merci pour votre temps. » Il se tourna et marcha vers la porte, laissant Mark Thorne debout, au milieu de son penthouse opulent et silencieux, entouré de ses cadres terrifiés. Pour la première fois de sa vie, le titan de l'industrie paraissait totalement, complètement petit. L'affaire de 7,5 milliards d'euros avait disparu non pas à cause d'un mauvais chiffre ou d'une projection erronée, mais à cause d'un crayon jaune tombé et de la laide vérité qu'il avait révélée. Pendant une minute entière après le départ du général Peterson, Mark Thorne ne bougea pas. Il resta figé, sa puissance s'évaporant dans l'épaisse moquette blanche. Le silence de la pièce n'était plus respectueux, il était étouffant. C'était le silence d'une tombe, et c'était lui qui y était enterré. Ces cadres qui avaient passé leur carrière à anticiper ses humeurs et à craindre sa colère le regardèrent désormais avec une nouvelle expression, une curiosité clinique et détachée. Ils observaient un roi qui venait d'être publiquement détrôné. Finalement, la paralysie de Thorne se brisa. Il abattit son poing sur la table en acajou, avec une force telle que les verres d'eau restants bondirent. Le bruit déchira le silence, comme un coup de feu. « Pour qui il se prend ?» rugit Thorne, le visage déformé par une fureur violacée. Il ne posait pas une question. Il évacuait une pression accumulée toute sa vie. La pression d'être toujours l'homme le plus intelligent, le plus dur, le plus impitoyable de la pièce. Un vieux fossile poussiéreux qui me donne des leçons de caractère. J'ai bâti une entreprise de 100 milliards d'euros à partir de rien. Qu'a-t-il jamais construit, lui? Il a juste obéi aux ordres. Il commença à arpenter la salle, de long en large. Un tigre en cage qui se jette contre les barreaux. Il se tourna brusquement vers son vice-président principal, un certain Henderson, qui travaillait avec lui depuis une décennie. « Et toi ?» lança Thorne, en pointant un doigt accusateur. « Tu es resté assis là. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi n'as-tu rien géré ?» Henderson, un homme qui avait supporté d'innombrables crises,
se contenta de fixer son patron, le visage pâle. Que pouvait-il dire? Que pouvait dire qui que ce soit? Le général n'avait pas été en colère. Il avait été déçu. On pouvait se battre contre la colère. On ne pouvait pas se battre contre le poids silencieux et inébranlable des principes d'un autre homme. Gérer quoi? Marc demanda à Henderson, la voix à peine audible. Il avait pris sa décision. Il a pris sa décision à cause d'une femme de ménage, et de son morveux, cracha Thorne les mots dégoulinants de venin. La laideur qu'il cachait d'ordinaire, derrière un vernis de jargon d'entreprise, était maintenant mise à nu à cause d'un verre d'eau renversé. 5 milliards d'euros envolés. Tu comprends ce que cela signifie pour nous. Pour le cours de l'action, pour notre appel sur les résultats du 3e trimestre. Il dérapait se raccrochant aux métriques familières de son monde. Action-bénéfice, pouvoir, mais il lui échappait, comme du sable entre les doigts. Il avait perdu, et il avait perdu d'une manière qu'il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait pas été contourné ni dépassé. Il avait été jugé, et il avait été trouvé indigne. Il se précipita vers le téléphone sur la console et appuya brutalement sur un bouton. Qu'on m'appelle la sécurité de l'hôtel. Maintenant. Il allait faire payer quelqu'un de petit, de vulnérable. Je veux que cette femme de ménage soit renvoyée. Je veux qu'elle soit mise sur liste noire. Elle ne travaillera plus jamais dans cette ville. C'était l'acte mesquin et cruel d'un homme qui tentait de reprendre une miette de son pouvoir perdu. C'était le seul langage qu'il connaissait. Hélène et Clara ne prirent pas l'ascenseur de service pour descendre. Hélène, dans un petit acte de défi, conduisit sa fille par le hall principal. Elle voulait que Clara voie les beaux lustres, les sols polis, et les gens bien habillés, non pas comme un lieu où elle avait été humiliée, mais simplement comme un lieu qu'elle quittait. Elle tenait la main de sa fille, sa poigne ferme et rassurante. L'air de la ville saturé de l'odeur de la circulation et des bretzels chauds avait le goût de la liberté. Elles marchèrent jusqu'à l'arrêt de bus en silence, le bruit de la ville les enveloppant comme une couverture. Clara ne pleurait plus, mais elle restait silencieuse. Son petit visage affichait une expression réfléchie. Elle observait les passants pressés, chacun perdu dans son propre monde. Elles te trouvèrent une place au fond du bus. Quand le véhicule démarra, s'éloignant des tours étincelantes du quartier financier, Hélène finit par parler. « Tu sais, dit-elle en regardant par la fenêtre, ton grand-père, mon père, c'était un soldat comme cet homme à la réunion le général. » Clara leva les yeux surprise. Sa mère parlait rarement de son grand-père. Il était mort bien avant la naissance de Clara, et la seule photo qu'elle possédait de lui montrait un jeune homme, au sourire doux et aux yeux tristes. C'était un héros, continua Hélène, la voix adoucie par le souvenir. Pas parce qu'il était le plus fort ou le plus bruyant. C'était un héros parce qu'il était bon. Il croyait que prendre soin des autres était le travail le plus important au monde. Il disait toujours qu'on pouvait juger la force d'un homme à la façon dont il traite quelqu'un qui ne peut rien lui apporter. Clara pensa à l'homme en colère dans la grande salle. Il avait été bruyant. Il avait semblé fort, mais il n'avait pas été bon. Puis elle pensa au général. Il avait été silencieux, mais ses yeux étaient bons. Il lui avait fait un clin d'œil. Il avait ramassé son carnet de croquis. Comme le général demanda Clara, Hélène sourit. Un sourire sincère, chaleureux, qui atteignit ses yeux. Oui, mon amour, exactement comme le général. Elle ne savait pas si elle avait encore un emploi. Elle ne savait pas comment elle paierait le loyer le mois suivant si ce n'était pas le cas. La peur formait un nœud glacé dans son ventre. Mais assise là dans un bus, brinque-ballant la tête de sa fille posée sur son épaule,
Elle ressentit une forme de paix. Elle avait les principes de son père. Elle avait l'amour de sa fille. Elle avait sa dignité. Aucun milliardaire ne pourrait jamais lui retirer cela. Le général Jack Peterson ne retourna pas à son bureau. Il demanda à son chauffeur de le conduire dans un endroit qu'il n'avait pas visité depuis des années, le mémorial national de la guerre. C'était un lieu calme et solennel, un mur de granit noir, poli gravé de milliers de noms. Il marcha lentement le long du mur, sa main flottant au-dessus de la surface, l'esprit apaisé. Il avait menti à Mark Thorne. Il n'était pas venu à la réunion pour être convaincu. Il était venu en espérant s'être trompé. Depuis des semaines, son équipe d'investissement poussait pour l'acquisition d'Omnicorp. Les chiffres étaient, comme il l'avait dit, impressionnants. Thorne était un génie impitoyable quand il s'agissait de gagner de l'argent. Mais Peterson avait un autre système pour évaluer ses partenaires, un système qui n'apparaissait sur aucun bilan. Il faisait toujours ses propres recherches sur le caractère de la personne avec qui il s'apprêtait à faire affaire. Il avait entendu des histoires sur Thorne, sa colère, son arrogance, son traitement des employés. Aujourd'hui n'était pas une présentation, c'était un test que Thorne avait échoué de manière spectaculaire. Le général s'arrêta de marcher. Il avait trouvé le nom qu'il cherchait. Il traça doucement les lettres gravées du bout des doigts. Michel J. Cartier. « Bonjour, Mike », murmura-t-il au mur. Cela faisait longtemps. Il resta là un long moment perdu dans ses pensées. Il pensa au jeune sergent qui lui avait sauvé la vie, ainsi qu'à tant d'autres. Il pensa à la dette qu'il ne pourrait jamais rembourser. Après la guerre, il avait essayé de retrouver la famille de Michel, mais ils avaient déménagé et la piste s'était perdue. Il n'avait jamais cessé de chercher. Le nom Cartier sur l'uniforme de la femme de ménage ce matin-là avait été une coïncidence. Il était sûr que c'était un nom courant, mais ce fut une étincelle, un rappel. Quand la petite fille s'était glissée sous la table, il n'avait pas vu une enfant maladroite. Il avait vu du courage, le même courage silencieux et déterminé que Michel Cartier avait montré en rampant sous le feu ennemi pour secourir un camarade tombé. Et lorsque Thorne avait déversé son venin sur cet enfant, il n'avait pas seulement insulté une petite fille, il avait profané la mémoire de tout ce pourquoi des hommes comme le sergent Cartier étaient morts, la décence, l'honneur et la protection des innocents. Le général Peterson sortit son téléphone. Il n'appela pas son équipe d'investissement. Il appela son assistante personnelle, une femme qui travaillait avec lui depuis 30 ans et qui avait la réputation de pouvoir retrouver n'importe qui, n'importe où. « Éléonore, dit-il d'une voix ferme, animée d'un nouveau but. J'ai une mission pour vous. J'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un. Elle s'appelle Hélène Cartier. Elle travaille comme femme de ménage probablement pour l'agence qui dessert le Grand Majestic Hotel. Elle a une fille de 10 ans qui s'appelle Clara. » Il fit une pause regardant le nom sur le mur. « Et j'ai besoin que vous fassiez des recherches approfondies. Découvrez tout ce que vous pouvez sur son histoire familiale. Je veux en particulier en savoir plus sur son père. » Il termina l'appel et rangea son téléphone. Il avait le carnet de croquis avec lui. Il l'ouvrit de nouveau, sur le dessin de la montagne escarpée et du vieux chêne solide. Il savait avec une certitude ancrée au plus profond de lui que ce n'était pas fini. Pour Mark Thorne, c'était la fin d'un contrat. Pour le général Peterson, c'était le début d'une promesse. Une promesse faite à un fantôme sur un mur de granit noir 50 ans plus tôt. Il allait enfin payer sa dette au sergent Michel Cartier. L'appel du directeur de l'hôtel arriva moins d'1 heure après qu'Hélène et Clara furent rentrées à la maison. Leur appartement était petit,
mais propre imprégné de l'odeur réconfortante de la lessive et du ronronnement discret d'un vieux réfrigérateur. Clara était assise à la petite table de la cuisine, son carnet ouvert, coloriant soigneusement l'arbre robuste de son dessin, lui donnant des feuilles d'un vert vif et plein d'espoir. Hélène décrocha le téléphone, le cœur serré, en reconnaissant la voix rapide et impersonnelle du directeur. « Hélène, c'est Monsieur Davis, du Grand Majestic, commença-t-il, sans préambule. J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Il y a eu un incident aujourd'hui dans la suite du Penthouse. Une plainte a été déposée par un client très important, Monsieur Mark Thorne. » Hélène resta parfaitement immobile, le dos tourné, à sa fille, les jointures blanchies, tant elle serrait le combiné. « Je vois. » Il était très catégorique, poursuivit Davis, la voix chargée de la lassitude de celui qui doit gérer les caprices d'un milliardaire. Il exige votre renvoi immédiat. Il a également mentionné vouloir s'assurer que votre agence soit informée des circonstances. La menace était claire. Il ne s'agissait pas seulement de ce poste. Il s'agissait de sa réputation, de sa capacité à trouver un autre emploi. Hélène prit une profonde inspiration, l'air lui semblant mince et tranchant dans les poumons. Elle pensa à Clara, dessinant joyeusement inconsciente de la tempête qui s'abattait sur leur vie. Elle pensa à son père et à sa force tranquille. On peut toujours juger de la force d'un homme à la façon dont il traite quelqu'un qui ne peut rien lui apporter. Et à cet instant, elle comprit qu'elle pouvait faire quelque chose. Elle pouvait refuser d'être une victime. « Monsieur Davies, » dit-elle d'une voix basse, mais ferme, totalement dépourvue de la panique qui l'attendait. « Je suis une employée exemplaire de cet hôtel et de mon agence depuis 12 ans. Mon dossier est parfait. Je ne serai pas renvoyé parce qu'un homme puissant a piqué une crise et a choisi de s'en prendre à ma fille de 10 ans. Si vous me licenciez sur la base de cette plainte, je parlerai à la presse, pas pour faire du scandale, mais pour dire la vérité sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette pièce, sur le genre d'homme qu'est réellement Mark Thorne. » Un silence stupéfait régna à l'autre bout du fil. Les directeurs d'hôtel étaient habitués à gérer des employés en colère suppliant ou en pleurs. Ils n'étaient pas habitués à être confrontés à une dignité calme et inébranlable. Monsieur Davis, qui s'était préparé à une dispute, fut complètement désarmé. Il savait que Thorne était un tyran. Il savait aussi qu'une histoire racontant qu'un PDG impitoyable avait hurlé sur l'enfant d'une femme de ménage était exactement le genre d'affaire virale qui pouvait causer un énorme problème à l'image immaculée de l'hôtel. « Hélène, balbutia-t-il. « Je suis une bonne employée, Monsieur Davies, dit Hélène, en achevant sa pensée. Mais plus encore, je suis une bonne mère. Je ne permettrai pas que ma fille serve de bouc émissaire pour la mauvaise journée d'un riche. Je prendrai mon service demain, comme prévu. Ce que vous et Monsieur Thorne déciderez ensuite ne dépendra que de vous. » Elle raccrocha. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle était terrifiée. Mais elle ressentait aussi une mince fierté. Elle n'avait pas crié. Elle n'avait pas supplié. Elle avait simplement tenu bon sur le socle solide de la vérité. Elle regarda Clara qui venait d'ajouter un soleil jaune vif au-dessus de l'arbre vert. Hélène s'approcha et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tout ira bien, mon amour, » dit-elle. Et pour la première fois, elle y crut vraiment. À l'autre bout de la ville, Éléonore, l'assistante du général Peterson, était un tourbillon d'efficacité silencieuse. C'était une femme d'une 60aine d'années, au regard perçant, dotée de l'esprit acéré d'un maître détective et de l'empreinte numérique d'un fantôme. Elle pouvait naviguer dans les bases de données et les registres publics avec la même aisance que son patron lisait une carte de champ de bataille.
Le nom d'Hélène Cartier et sa connexion avec le Grand Majestic lui suffisaient. En moins de 2 heures, elle avait un dossier complet sur le bureau du général. C'était une vie simple, sans prétention. Hélène Cartier, née en province, était arrivée en ville il y a 12 années, après la mort de son mari, un ouvrier du bâtiment, dans un accident de travail. Un enfant, Clara 10 ans, un dossier d'emploi impeccable, aucun antécédent judiciaire, aucune difficulté financière, en dehors des luttes habituelles d'une mère célibataire, vivant d'un salaire, de femme de ménage. Mais ce fut la section suivante du rapport qui fit se pencher le général. Historique familial, le père d'Hélène, le sergent Michel, J. Cartier, né dans la même petite ville que le général, s'était engagé dans l'armée à 18 ans, avait servi dans la même division, le même peloton avait reçu la médaille militaire pour sa bravoure tuée au combat. Les dates et les lieux correspondaient parfaitement. C'était bien lui. Éléonore, anticipant la prochaine question du général, avait déjà poussé l'enquête plus loin. Elle avait croisé les archives militaires et les dossiers de pension. La pension militaire et l'assurance vie du sergent Cartier avaient été versées à sa jeune épouse décédée de pneumonie quelques années plus tard. Les fonds restants censés être placés en fiducie pour sa fille, unique Hélène, avaient été confiés à une petite banque locale. Cette banque avait fait faillite lors de la crise financière de la fin des années 80. La fiducie s'était volatilisée à travers une combinaison de tragédies et de défaillances administratives. La fille de Michel Cartier avait reçu presque rien de l'héritage qu'il lui avait laissé. Le général Peterson lut la dernière page du rapport, son expression impassible. Il regarda la photo du sergent Cartier agrafée au dossier, le même jeune homme dont il se souvenait avec le sourire bienveillant et les yeux tristes. Puis il regarda la photo récente d'Hélène, une photo de badge de sécurité de l'hôtel. Il y vit les mêmes yeux, la même force tranquille, la même résilience. La coïncidence était si profonde qu'elle ressemblait à une intervention du passé. Il avait participé à cette réunion pour mettre à l'épreuve le caractère d'un homme et avait trouvé à la place la fille de celui qui avait défini le caractère pour lui. Il prit le téléphone. « Éléonore, passez-moi notre directeur juridique David Schoen, ordonna-t-il, et découvrez qui détient le bail commercial du siège d'Omnicorp. Je crois que c'est la tour Thorne au centre-ville. Je veux savoir qui est le véritable propriétaire de ce bâtiment. Il n'était plus seulement un investisseur, se retirant d'une affaire. Il était un général préparant une campagne. Mark Thorne s'était fait un ennemi puissant, mais pas pour les raisons qu'il croyait. Il n'avait pas seulement perdu un contrat. Il avait réveillé un géant endormi nourri par la loyauté et l'honneur. Il avait provoqué un fantôme, et le général s'apprêtait à donner à ce fantôme toute son attention. Thorne avait tenté de ruiner la vie d'une femme bien pour un verre d'eau renversé. Il n'avait aucune idée qu'il allait être balayé par une vague de conséquences déclenchée 50 ans plus tôt, dans une tranchée boueuse à l'autre bout du monde. Le lendemain matin, Hélène Cartier entra au Grand Majestic Hotel, la tête haute. Elle portait son uniforme simple et propre comme une armure. Les autres employés dans le vestiaire évitaient son regard murmurant entre eux. La nouvelle s'était déjà répandue à travers le réseau complexe de commérage de l'hôtel. Hélène Cartier s'était opposée à Mark Thorne et allait être renvoyée. Elle était une femme condamnée. Hélène ignora les murmures. Elle pointa, prit son chariot et monta à l'étage qui lui avait été attribué. Elle travailla avec la même diligence silencieuse qu'elle avait toujours eue. Ses gestes étaient rodés et efficace. Elle nettoyait les chambres, changeait les draps,
et faisait briller les surfaces jusqu'à ce qu'elles étincellent. À chaque coup de chiffon, elle ressentait un calme objectif. Elle faisait son travail. Elle gagnait sa vie. Elle n'était pas une victime. Elle était une travailleuse. Et son travail avait de la dignité. Vers la fin de la matinée, M. Davis, le directeur de l'hôtel, apparut au bout du couloir. C'était un homme habitué à marcher d'un pas décidé, mais aujourd'hui, ses pas étaient hésitants. Il s'approcha d'Hélène alors qu'elle sortait d'une chambre. « Hélène, dit-il à voix basse, pourrions-nous parler un instant ?» Hélène se tourna vers lui, son expression neutre. « Bien sûr, monsieur Davis. » Il se tordait les mains, un geste si inhabituel chez lui qu'il en était surprenant. « J'ai reçu un autre appel du bureau de monsieur Thorne ce matin. Son assistant, ils insistaient beaucoup sur votre renvoi. » Hélène attendit sans rien dire. « Et je dois être honnête avec vous, » continua Davis, en regardant au bout du couloir, comme pour vérifier que personne n'écoutait. « Mon premier réflexe a été de faire exactement ce qu'il demandait. C'est un homme puissant, le genre d'homme à qui l'on ne dit pas non. » Il finit par croiser son regard. « Mais ensuite j'ai repensé à ce que vous avez dit au téléphone hier, à propos de dire la vérité, et cela m'a fait réfléchir. » Il marqua une pause, inspira profondément. « Cet hôtel est dans ma famille, depuis 3 générations. Mon grand-père l'a construit, sur le principe du service, oui, mais aussi sur celui du respect. Le respect des clients et le respect du personnel qui fait tourner cet endroit. Nous ne sommes pas dans le métier de laisser les tyrans malmener nos gens. » Une vague de soulagement si forte qu'elle en fit presque vaciller Hélène, la traversa. « Considérez donc l'affaire close, dit M. Davies, avec une nouvelle fermeté dans la voix. Vous êtes une employée précieuse, Hélène. Votre poste est en sécurité ici. Quant à M. Thorne, il n'est plus le bienvenu au Grand Majestic Hotel. Nous mettrons fin à notre contrat d'entreprise avec Omnicorp cet après-midi. C'était un acte de courage discret, mais immense, qui coûterait à l'hôtel des millions d'euros à court terme. Mais M. Davies se tenait un peu plus droit après l'avoir dit. Il avait choisi la décence plutôt que le profit. Il avait honoré l'héritage de son grand-père. Hélène était sans voix. « Merci, monsieur Davies », parvint-elle enfin à dire la voix nouée par l'émotion. « Merci. » Il hocha simplement la tête, lui adressa un petit sourire respectueux, puis s'éloigna. Hélène s'adossa un instant à son chariot, les yeux clos. Une larme s'échappa et traça un chemin sur sa joue. Ce n'était pas une larme de tristesse, c'était une larme de gratitude. Au sommet de la brillante tour, Thornmark Thorne était dans un état de fureur contenu. La nouvelle de l'échec du contrat n'avait pas encore fuité dans la presse, mais les retombées internes étaient catastrophiques. Son conseil d'administration exigeait des explications. Son action montrait déjà des signes de faiblesse lors des pré-échanges matinaux, alimentés par des rumeurs et des chuchotements. Et maintenant cela un courriel du Grand Majestic Hotel, annonçant la résiliation de leur contrat d'entreprise lucratif. C'était une gifle, une humiliation publique, infligée par un simple hôtelier. « Des insectes insignifiants », hurla-t-il, en claquant la porte de son bureau. C'était un homme qui comprenait le pouvoir en termes d'échelle. Des milliards d'euros des marchés mondiaux, une domination d'entreprise. Il ne pouvait pas concevoir d'être défié par des gens qu'il considérait comme insignifiants. Une femme de ménage, un directeur d'hôtel. C'était une inversion de l'ordre naturel de son monde. Son interphone bipa. C'était son assistante. Monsieur un certain David John est en ligne 1. Il dit qu'il est le directeur juridique de Peterson Industries. L'humeur de Thorne changea instantanément. Une lueur d'espoir
Peut-être que le vieil homme avait reconsidéré. Peut-être qu'il s'agissait d'un appel pour renégocier. Il remit sa cravate en place, inspira profondément et composa son visage en un masque de confiance professionnelle. Il s'assit derrière son immense bureau, symbole de son pouvoir, et décrocha. Mark Thorne à l'appareil. Monsieur Thorne dit une voix calme et posée. « Je m'appelle David Shun. Comme je l'ai dit, je représente le général Peterson. Je vous appelle aujourd'hui non pas au sujet de l'acquisition, qui est définitivement écartée, mais concernant une autre affaire, le bâtiment où vous vous trouvez, la tour Thorne. Quoi qu'en est-il? Peterson Industries, par l'intermédiaire d'une filiale, est le véritable propriétaire du bien situé au 101 avenue du parc d'Itchon, sur un ton factuel. Omnicorp est un simple locataire. Votre bail arrive à échéance dans 60 jours. Je vous appelle pour vous informer que nous ne le renouvellerons pas. Nous exercerons également notre droit contractuel de renommer le bâtiment avec effet immédiat. Une équipe arrivera cet après-midi pour retirer les lettres de la façade. Le silence qui suivit fut absolu. Thorne sentit le sang quitter son visage. Ce n'était pas du business, c'était personnel. C'était une démolition stratégique ciblée contre sa fierté. La tour Thorne était pour lui plus qu'un bâtiment. C'était un monument à son ego, un témoignage étincelant de sa réussite qui effleurait le ciel, et le général était en train de le démanteler. « Vous n'avez pas le droit », murmura Thorne, les mots étranglés dans sa gorge. « Je vous assure, monsieur Thorne, que notre position juridique est inattaquable, » répondit Shun, sa voix toujours incroyablement calme. « Nous sommes également au courant de votre tentative de faire renvoyer Madame Hélène Cartier, employée de l'hôtel. Je vous conseille vivement de cesser toute action de ce genre. Le général Peterson prend les questions de caractère et d'intégrité professionnelle très au sérieux. » La ligne se coupa. Mark Thorne resta assis à son bureau dans la tour, qui ne porterait bientôt plus son nom. Et pour la première fois, il ressentit une peur glaciale et sincère. Il s'était tellement concentré sur le champ de bataille devant lui qu'il n'avait jamais pensé à lever les yeux. Il n'avait jamais réalisé que le sol même sur lequel il se tenait, la fondation de son empire, appartenait à son ennemi. Le général ne se contentait pas de refuser une affaire avec lui. Il l'expulsait, il l'effaçait. Cet après-midi-là, une simple enveloppe non marquée arriva par coursier à l'appartement d'Hélène. Il n'y avait pas d'adresse d'expéditeur. À l'intérieur, elle trouva deux choses. La première était le carnet de croquis de Clara. La seconde était une feuille de papier épais couleur crème. C'était une lettre tapée dans une police simple et élégante. « Chère Madame Cartier, votre fille est une artiste douée. Elle voit le monde avec un regard clair et honnête. J'espère que vous encouragerez son talent. J'ai connu votre père, j'ai servi avec lui. C'était l'homme le plus remarquable que j'ai jamais rencontré, et il a sauvé ma vie à un coût personnel immense. Il parlait souvent de vous. Son plus grand espoir était que vous grandissiez dans un monde plus doux que celui dans lequel il s'est battu. J'ai échoué toute ma vie à rembourser la dette que je lui dois. Je comprends maintenant que je cherchais au mauvais endroit. 6 juin, vous trouverez le commencement d'un remboursement longtemps attendu. L'héritage de votre père n'est pas seulement fait d'héroïsme, mais aussi de la décence et de la force qu'il vous a transmise. Vous l'avez honoré, lui, et sa mémoire par votre courage hier. Ne laissez jamais personne vous faire sentir petite à nouveau. Sincèrement, Jacques Peterson. Glissé derrière la lettre, il y avait un chèque. Quand Hélène le vit, ses mains se mirent à trembler si violemment qu'elle dut s'asseoir. Le montant
était vertigineux. C'était plus d'argent qu'elle n'aurait jamais pu gagner en 100 vies. De quoi acheter une maison, payer des études, s'assurer que Clara n'aurait jamais à s'inquiéter de rien. Clara s'approcha, attirée par le silence de sa mère. « C'est mon carnet, maman. Est-ce que le gentil monsieur me l'a rapporté ?» Hélène serra sa fille dans ses bras, enfouissant son visage dans ses cheveux blonds soyeux. Les larmes jaillirent enfin, non pas de gratitude ni de soulagement, mais d'un profond sentiment de connexion avec le père qu'elle n'avait jamais connu. Le chèque n'était pas de la charité. C'était un message envoyé à travers 50 ans de silence. C'était l'héritage d'un héros, enfin, transmis à sa fille. La chute de Mark Thorne ne fut pas un événement explosif et soudain. Ce fut un démontage systématique et discret comme un grand navire que l'on démonte, rivet par rivet. Être expulsé de sa propre tour fut la première humiliation publique. Il s'assit dans un bureau temporaire et stérile de l'autre côté de la ville, regardant en direct une équipe de grutiers retirer méthodiquement les immenses lettres d'acier portant son nom de la façade du bâtiment. Chaque lettre qui disparaissait semblait emporter avec elle un morceau de son identité. Il ne perdait pas seulement un nom sur un bâtiment, il était effacé. Comme ces choses-là le font toujours, l'histoire commença à fuiter. Pas dans les grands journaux financiers, mais dans les recoins d'Internet, là où des assistants, des employés d'hôtel et des cadres débutants partageaient des récits. L'histoire du milliardaire, de la femme de ménage, de la fillette de 10 ans et du général héros de guerre était trop parfaite, trop puissante pour rester secrète. Elle avait la résonance simple et forte d'une fable. Elle se répandit comme une traînée de poudre. Le tweet d'un voiturier racontant avoir vu le général Peterson quitter les lieux avec le carnet d'une enfant devint viral. Un billet de blog d'un ancien employé, d'Omnicorp, détaillant à son tour le tempérament légendaire de Thorne, récolta des millions de vues. En quelques jours, le dessin de Clara représentant la montagne déchiquetée, surmontée d'un nuage d'orage, était partout. Un mème instantanément iconique qui capturait parfaitement la perception publique de l'arrogance des grandes entreprises. C'était simple, enfantin et absolument dévastateur. Les grands médias, flairant le sang dans l'eau, emboîtèrent le pas. Le récit ne portait plus sur une acquisition avortée. C'était un référendum sur le caractère d'un homme. Les gros titres s'affichaient, le tyran milliardaire, le PDG et le crayon. Comment le dessin d'une enfant a fait tomber un titan? Les tentatives de Thorne pour contrôler le récit furent inutiles. Il publia un communiqué froid sur une affaire privée grossièrement déformée. Il tenta d'acheter le silence, en voyant ses avocats menacés de procès, en diffamation des blogueurs et des sites d'information. Mais c'était comme essayer d'arrêter la marée avec une tasse à thé. Le monde avait déjà vu le dessin. Il l'avait déjà jugé. À l'intérieur d'Omnicorp, l'empire de la peur s'effondrait. Le conseil d'administration des hommes et des femmes, qui avait autrefois tremblé devant Thorne, le considérait désormais comme un poids mort. L'action avait perdu 30% de sa valeur en une semaine. Les grands clients résiliaient leur contrat. Ils ne voulaient pas être associés au tyran du milliard de dollars. Lors d'une réunion d'urgence improvisée, dans une salle de conférence qui ressemblait à un bunker, ils l'affrontèrent. « C'est une catastrophe », Mark dit un membre du conseil, un homme qui avait pourtant été son allié le plus fidèle pendant des années. La marque est toxique. C'est une tempête passagère, rugit Thorne, le visage congestionné, ses derniers vestiges de contrôle lui échappant. C'est une fabrication médiatique. Nous laissons passer l'orage, nous montrons de la force. Mais il n'écoutait
plus. La peur qu'il avait cultivée si longtemps avait été remplacée par une peur plus puissante, celle de leur propre ruine. Ils avaient en vue sa faiblesse, son incapacité à contrôler une situation qui ne se résumait pas à des chiffres sur un tableau Excel. Le vote est unanime, déclara le président d'une voix plate et définitive. Nous invoquons la clause de moralité de votre contrat. Vous devez démissionner de vos fonctions de PDG avec effet immédiat. Il reçut un parachute doré, une indemnité de départ, qui aurait semblé une fortune pour n'importe qui d'autre, mais qui pour lui n'était qu'une insulte. Il fut escorté hors du bâtiment par la sécurité. En traversant le hall, les employés qui l'avaient terrorisé pendant des années ne huèrent pas. Ils le regardèrent simplement partir, le visage impassible. Leur silence était la condamnation la plus profonde. Mark Thorne, le titan de l'industrie, disparut de la vie publique. Son héritage ne fut pas celui de l'innovation ou du succès, mais d'une seule phrase laide murmurée dans les salles de réunion et les cafétérias pendant des années, sale gamine. Un an plus tard, l'odeur du pain chaud et du beurre fondu emplissait l'espace clair et lumineux du crayon jaune. C'était la boulangerie d'Hélène Cartier. Le soleil traversait la grande vitrine, illuminant les bavardages heureux des clients, et les vitrines pleines de pâtisseries de véritables petits chefs-d'œuvre. La boulangerie était plus qu'un commerce. C'était un lieu de communauté, un espace de chaleur et d'accueil. Hélène, en tablier blanc impeccable, se déplaçait avec une assurance calme et heureuse, saluant ses habitués par leur nom. Elle n'était plus un fantôme polissant, un monde qui n'était pas le sien. Elle était la créatrice de son propre petit monde parfait, et elle le partageait généreusement. Clara, désormais âgée de 11 ans et déjà aux portes de l'adolescence, était assise à une table dans un coin, son carnet de croquis ouvert. Ses dessins étaient plus assurés maintenant, ombrés avec une habileté qui laissait deviner une future carrière. Elle avait une véritable professeure d'art, une femme douce, rémunérée par le fonds d'éducation que le général avait constitué pour elle. Mais elle continuait à dessiner le monde tel qu'elle le ressentait. Aujourd'hui, elle croquait un groupe d'enfants, riant à la table voisine, capturant non seulement leur visage, mais aussi leur joie. Leur vie avait été transformée, mais elle n'avait pas changé. L'argent avait apporté la sécurité, pas le luxe. Leur maison était confortable, non ostentatoire. Hélène croyait toujours à la dignité d'une journée de travail bien remplie. Clara croyait toujours au pouvoir silencieux de l'observation. Une fois par mois, elle dînait le dimanche avec oncle Jacques. Le général Peterson était devenu de la famille. Ils s'asseyaient dans leur petit salon, une tasse de thé à la main, et racontaient à Clara des histoires sur le garçon qui avait été son grand-père. Ils ne parlaient pas de bataille ni de médailles. Ils racontaient comment Michel Carter partageait ses rations avec des chiens errants, comment il savait faire rire les autres soldats, même quand ils avaient nos peurs, et comment il écrivait toujours des lettres pleines d'espoir à la fille qu'il n'avait pas encore rencontrée. À travers ces récits, le fantôme de la photographie devenait un homme. Le général remboursait sa dette non par l'argent, mais par la mémoire, donnant à Hélène le père qu'elle avait perdu et à Clara le grand-père qu'elle n'avait jamais connu. Un soir, après le départ, du général, Hélène trouva Clara debout dans le salon, regardant le dessin encadré au mur, la montagne déchiquetée et le vieux chêne robuste. « Est-ce que tu penses parfois ?» lui demanda Clara doucement. L'homme en colère. Hélène vint se placer à côté d'elle et passa un bras autour de ses épaules. « Parfois, admit-elle, je ressens de la tristesse pour lui. Il avait tant de choses, mais il n'avait aucune bonté,
alors en réalité il n'avait rien du tout. Hélène regarda le dessin. Tu l'as vu dès le début. Tu as vu qui il était. Ne perds jamais ça, Clara. N'arrête jamais de voir la vérité dans les gens. Clara posa sa tête contre le flanc de sa mère. Le chêne, c'est toi, murmura-t-elle. Et c'est aussi l'oncle Jacques et ses grands-pères Michel. Hélène la serra fort dans ses bras, le cœur débordant. Dehors, la vie suivait son cours. La ville bourdonnait. Les gens vaquaient à leurs occupations, et l'ancienne tour Thorne, désormais rebaptisée Héritage Plaza, se dressait sur la ligne d'horizon, son identité lavée. Ce n'était plus qu'un immeuble, son pouvoir d'intimidation envolé. C'était le témoignage que le véritable pouvoir ne réside pas dans la hauteur des tours que nous construisons, mais dans les fondations de caractère sur lesquelles nous nous tenons. C'était une histoire sur la façon dont un crayon tombait le regard clair d'une enfant, et la dignité silencieuse d'une mère pouvait changer le monde, ou du moins transformer leur petit coin parfait de ce monde, prouvant que la voix la plus forte dans la pièce n'est que rarement la plus puissante, et que la gentillesse, transmise d'un héros tombé dans une tranchée boueuse à la fille qu'il n'a jamais rencontrée, puis à la petite fille qui dessinait la vérité, est le seul héritage qui perdure vraiment. Et c'est ici que nous allons clore cette histoire, pour l'instant. Chaque fois que je partage l'une d'elles, j'espère que cela vous donne l'occasion de sortir un peu du quotidien et de vous laisser dériver. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous faisiez. En l'écoutant, peut-être que vous vous détendiez après le travail, ou que vous rouliez tard dans la nuit, ou simplement que vous cherchiez à décompresser. Laissez un petit mot en commentaire. Je les lis vraiment tous. Et si vous voulez être sûr que nous croiserons de nouveau nos chemins, cliquez sur j'aime et vous abonner fait une énorme différence. Nous essayons toujours d'améliorer nos récits, alors n'hésitez pas à laisser aussi vos retours dans la section des commentaires, ci-dessous. Merci d'avoir passé ce moment avec nous.